Buongiorno Bianconeri, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit live improvisé parce que voilà, j'ai tenu à suivre avec vous le match Inter-Milan et voir le résultat en direct. Donc là, ils sont là depuis 5 minutes, 6 minutes. Est-ce que la page s'est mise à jour entre-temps ou est-ce que je dois la mettre à jour maintenant? On va répondre à toutes les genres de questions parce que c'est la première fois que je fais ça. Même afficher en live en direct le score d'un match. Donc je sais pas. J'ai Google Chrome qui pète les plombs, bien entendu. Sinon ça serait trop beau. Bon voilà, aujourd'hui donc on va un peu discuter aussi des différentes situations. Il y a quelqu'un d'entre vous avec qui j'ai eu un échange d'opinions sur Facebook sur qui était mieux entre Dybala actuel et Zaniolo actuel. On va aussi discuter de ça. Ah, c'est mis à jour le pronom, mais tant mieux comme ça. Donc voilà, je vous propose doucement de commencer par ici. Après, ça sera aussi l'occasion de parler de la conférence de presse de Nacional Allegri. Je vais vous la mettre en live à l'écran, je vais la traduire pour vous en simultané. Et puis, on va juste échanger sur ça. Donc, Dybala et Zaniolo. Voilà, donc je vous ai préparé ici la fiche Transfermarkt de Paulo Dybala. On voit que cette saison, il a fait 17 présences sur la pelouse. Il a marqué 7 fois avec 3 assists. Donc, il est à un but tous les 176 minutes pour un total de minutes jouées à 1233. Si on se positionne sur la même ligne pour Zaniolo, on a 20 présences. Donc, au lieu de 17, il a joué un peu plus en termes de présence et un peu de plus aussi en termes de minutage, parce que sur Zaniolo on est à 1494 alors que Dybala il est à 1233. En termes de buts, Zaniolo en a réalisé 2 alors que Paulo Dybala en a réalisé 7. En termes d'assistance, Dybala 3 et Zaniolo 2. Et en termes de buts, là où Dybala se démarque avec pratiquement, on va dire, un but tous les 2 matchs, c'est à peu près ça. Nicolo Zaniolo, lui, il est à beaucoup plus. Donc, déjà, si on voit ces premières statistiques-là, la première chose qu'on penserait, c'est que Dybala lui est supérieur. Après, il faut voir aussi la position sur le terrain que les deux joueurs occupent et bien entendu, disons, la possibilité de l'équipe même où ils jouent de marquer. Est-ce que c'est des équipes qui créent beaucoup d'occasions, les chances created de l'équipe ou pas. Donc ça, c'est des statistiques plutôt où on va se rédiger vers un Transfermarkt pour les regarder. Vers un Understat qui donne ce genre de statistiques. La valeur de marché de Zaniolo aujourd'hui elle était 33 millions. Ça c'est des statistiques propres à Transfermarkt. Bien entendu que ça n'a aucune valeur quand après on va traiter le joueur sur le mercato et vous voyez que ça position de prédilection est plutôt sur la 3/4, surtout en partant de droit, ce qui fait que Dybala, lui, il est plutôt central, mais c'est vrai qu'il a beaucoup aussi tendance à partir de droite, chose que l'on ne voit pas ici forcément. Après, il faut dire que là où Dybala c'est un 93, Zaniolo, lui, c'est un 99, donc il est 6 ans plus jeune, oui, il a eu 2 ligaments croisés dans l'espace d'un an, ce qui en a vraiment affecté à mon sens et au sens de beaucoup la croissance. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qu'on a un gros point d'interro, à la fois pour sa condition physique, mais aussi par rapport à ses performances que l'on voit ici être quand même moindres par rapport à celles d'un Paulo Dybala. Donc, mon très cher ami de Facebook, je te inviterai à regarder cette vidéo, je vais te l'envoyer dans le post où on a eu une autre discussion. Déjà, on commence un peu plus à y voir clair par rapport à la confrontation entre Nicolo Zaniolo et Paulo Dybala. Mais là où j'aimerais aussi à la fois avoir votre avis et à la fois vous expliquer le mien, c'est sur l'historique des blessures. C'est 2 joueurs qui, très honnêtement, en ont bavé. Je pense que c'est le moindre que l'on puisse dire. Ils en ont vraiment bavé avec
voilà, les blessures. Et ici, sur Transfermarkt, on a leur historique. Donc, si on prend uniquement, par exemple, l'année 2022, hein, ouais, allez, 2 ans, on prend 2 ans, 2021 et 2022. Parce qu'il est vrai que voilà, les joueurs sont à calculer, leurs performances, surtout physiques, sont peut-être à calculer sur un span de temps plus grand que juste un an. Et surtout, c'est que l'année dernière, Zaniolo a eu ses blessures. Donc, ça va être un peu biaisé par ça, notre réflexion. Mais dans tous les cas, on va y aller. Je souligne 2021 et 2022. Ah, je me trompe même. Le premier ligament croisé de Zaniolo était en 2021. Donc, bon, ce que je vous propose, on regarde que 2022, comme ça on ne se fait pas biaiser par les 2 ligaments croisés qui a eu Zaniolo en 2021 et en 2020, on ne sera pas biaisé par cela. Je dis pas si c'est, je crois que c'est les 2 jambes, hein. Vous me dites hein, si jamais dans les commentaires YouTube, vous me dites si jamais vous savez si c'est les 2 jambes ou si c'est une seule jambe qui a rechuté. Et pareil, on prend pour Paulo Dybala 2022. Et on va tout bêtement faire la somme. Donc 23 et 27, ça fait 50. Plus 9, ça fait 59. Donc Paulo Dybala a été absent de la pelouse. Ouais, soit 59 matchs. Non, 59 jours de blessure, ce qui lui a donné 9 matchs sautés par rapport à la blessure. Là, les matchs sautés par rapport au Covid ou par rapport à une indisponibilité, enfin, j'en sais rien, il est rentré très tard de son vol pour l'Argentine, non, ça compte pas. C'est juste les absences par blessure. Il en a eu 9 matchs sautés. Si on se positionne sur Zaniolo, donc attendez, je vais juste noter ça quelque part. On a dit pour Dybala 59 et 9 matchs sautés. Par rapport à Zaniolo, donc si on additionne, ça fait 3 plus 9 plus 7 plus 8 plus 7, ça nous fait un total de 34 jours sautés, et le total des matchs sautés, ça fait 7, parce que c'est 4 fois 1 plus 3. Donc là où Dybala a, disons, sauté 9 matchs, lui, Zaniolo, n'a sauté que 7. Et c'est logique parce que quand on regardait le minutage des 2 joueurs, on voit à peu près un écart de 200 minutes entre les deux, mais comme c'est tous les deux des assez sûrs titulaires de leurs équipes respectives, ben ça fait à peu près ça en fait. Ça fait les 2 matchs qui nous manquent. Je vais juste mettre à jour la petite page de... Voilà, parce que ça, je remarque que ça ne se met pas à jour toute seule. Donc on est à la 17e et Inter et Milan sont encore sur le 0-0, ce qui est un résultat qui nous arrange, on va être sincère. Donc ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure aussi, c'était ouvrir DAZN, mais non pas bien entendu pour vous l'afficher, parce que sinon je pense que je vais faire bien réprimander par les détenteurs de droits, tout simplement. Mais je voulais l'ouvrir pour suivre le match en direct, espérant ne pas me faire distraire, parce que moi, vous n'êtes pas dans ma situation, hein, vous avez qu'une fenêtre, et c'est très cool pour vous, mais moi, j'ai 30 000 fenêtres affichées sur ma page, donc on va voir. Donc DAZN, tac, ok, il faut sign in, bien entendu, avec mon abonnement payant, on va pas faire des conneries. Donc ben, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis entre la confrontation entre Dybala et Zaniolo, et surtout, qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que vous préféreriez un renouvellement de Dybala, même aux chiffres actuels, que l'on rencontre être comme les chiffres actuels, ou est-ce que vous préféreriez un changement en partant sur un joueur qui est totalement différent? C'est totalement différent comme joueur de Dybala, pour repartir peut-être avec même un module différent, parce que là où Paulo Dybala te contraint un peu un certain type de jeu, c'est sûr que Zaniolo, lui, il est beaucoup plus souple. Tu peux le mettre à la fois en deuxième pointe et à la fois externe à droite. Donc j'aimerais connaître votre avis sur le sujet. Je regarde le match du Milan, on va juste commenter vite fait la situation. On est à la 17e, 18e en ce moment même.
je vais faire un peu une chronique, un live de ce match. Ah, Kessie, le jeu, donc ouais, donc ils l'ont rattrapé. La situation de Kessie, elle est assez appétissante hein, pour tout le club parce qu'il va pas renouveler avec le Milan. Par contre, il demande un très bon cachet. Et ce qu'on dit en ce moment, c'est que la Juve est attention de la situation, mais qu'elle n'est pas disposée à donner un cachet haut, au moins le cachet qu'il demande pour que Kessie signe, et Kessie demande dans les deux chiffres. Hein, on parle de 10-11 millions comme cachet. Donc on voit l'Inter à l'attaque en ce moment. Le Milan, pardon. Je sais pas qui joue dans quel camp en ce moment. Voilà. Donc ouais, la manœuvre de l'Inter est un peu saccadée. Il y a Barella, il y a... Ça c'est qui? C'est Dzeko. Ouais, voilà. Mais moi je pense qu'un match nul ça serait pas mal. Hein, parce que devoir gagner l'Inter, ça peut être vraiment difficile de ma part. Je vous avoue. Si j'avais le choix, je souhaiterais qu'il gagne jamais. Hein? D'accord. Bon, allez, on va aller sur nos propres problématiques, entre guillemets, et je vais vous parler en live de la conférence de presse d'Allegri. Allegri. Presse. Tac. Je vous affiche la fenêtre. Vidéo. Ouais. Peut-être Juve Verona, comme ça on est sûr qu'on a la bonne. 5 janvier 2016, non, ça risque pas d'être ça. Actualité. Donc ça, on va retrouver que des articles. Si je tape YouTube, la chaîne de la Juventus, normalement, ayez la conférence de presse. Voilà. Je suis même pas abonné. Quelle honte. On va remédier à ça tout de suite. Tac. Est-ce qu'il y a la conférence de presse d'Allegri là? Les dernières vidéos. Ah bah non. Bon, on va faire Juventus News 24. D'habitude il la reposte. 24. Tac. Et voilà, elle est là. Conférence stampa Massimiliano Allegri Verona Juventus. Moi de mon côté j'ai juste besoin de mettre mon casque et normalement j'espère vraiment que vous entendez bien ma voix là. Là j'ai la pub parce que je suis sur mon compte pro. Je suis YouTube Premium sur mon YouTube perso, mais sur mon compte pro, ben voilà, je peux pas non plus dépenser tout mon argent dans les comptes pro YouTube quoi. Ok, donc Massimiliano Allegri nous présente Juventus Verona. Pas non plus parce que c'est la pub et là il faut que... Voilà, je peux sauter, magique, enfin. Ah, la qualité est pas géniale, voyons si j'arrive à vous augmenter ça. Voilà. J'espère vraiment que vous entendez ma voix entre temps, normalement c'est bon. Comment change la Juve avec les achats de Vlahovic et Zakaria, et si vous êtes intentionné à... Non, il faut que je réduise la qualité au minimum, sinon ça va laguer de ouf. Je suis en stream. Et s'ils peuvent jouer titulaires, Vlahovic et Zakaria, la société a fait un très bon travail, un très bon mercato. Donc ils sont arrivés deux joueurs très importants comme Vlahovic qui est un joueur qui a fait beaucoup de buts et qui a des caractéristiques que nous n'avions pas, et donc on en avait besoin. Et la société a été très bonne à l'apporter ici, parce que avec Haaland, c'est l'avant-centre avec Haaland et Mbappé, plus bon qui soit sur le marché. En ce qui concerne Zakaria, c'est un milieu de terrain très bon techniquement, il a une bonne passe, il est intelligent. Et on va voir si demain il les fera jouer tous les deux. En ce qui concerne la Juventus, comment elle change, ses insertions de nouveaux joueurs. Je voulais aussi remercier Betancourt et Kulusevski pour ce qu'ils ont donné à la Juventus et pour la disponibilité qu'ils nous ont démontré.
Betancourt depuis des années et Kulusevski depuis quelques mois qui a été avec moi. Et je lui souhaite le meilleur pour leur carrière. En ce qui concerne l'équipe, comment elle va changer, l'arrivée de ces deux nouveaux joueurs va responsabiliser plus chacun de nous. Les objectifs ne changent pas. Ils sont ceux de rentrer dans les 4 premières places. Ça n'aurait pas été le même si on était resté avec les mêmes joueurs. Donc il y aurait d'autres objectifs. Et la deuxième partie de saison, c'est la partie plus importante, c'est la partie décisive. Nous n'avons plus possibilité de récupérer. Donc, à partir de demain, on doit, jusqu'à la fin de mars, on a le championnat et la Champions où beaucoup va être décidé. Giovanni Albanese de Sport Italia va demander s'il est soutenable de penser déjà en trident avec Dybala, Vlahovic et Morata. Les trois devant, ils peuvent jouer, dit Allegri, comme ne peuvent ne pas jouer. S'ils jouent tous les trois ensemble, il faut qu'ils courent. Là, je vous mets pause 2 minutes parce que vous savez quoi, c'est la même chose que Lippi avait dit à Ravanelli, Vialli et Del Piero quand il faisait son trident. Il leur disait toujours oui, vous pouvez jouer tous les trois ensemble, par contre il va falloir courir, mais beaucoup, et donc c'est à peu près la même chose. Il reprend là. C'est normal que l'avantage c'est d'avoir beaucoup plus de qualité devant, l'avantage du trident, mais on ne doit jamais perdre l'équilibre de l'équipe, être compact, et on ne peut pas penser, vu qu'on doit à tout prix penser de faire 6 buts par match, il faut qu'on garde la tête froide et qu'on garde l'équilibre. Le risque plus grand de demain, c'est qu'on joue avec une équipe, contre une équipe qui fait un très bon championnat et Tudor est en train de faire un très bon travail. Après, dans les 4 derniers matchs, la Juventus n'a jamais battu le Verona, c'est vrai. Et surtout, l'arrivée de Vlahovic et Zakaria, de toute façon, a créé un hype, un enthousiasme intéressant dans l'équipe et dehors. Mais demain, le risque, c'est de faire un match au-dessus de nos enthousiasmes. Donc, il faut l'interpréter en même temps qu'on a interprété les autres matchs. On doit être calme, en fait, ce qu'il nous dit. Donc on ne peut pas penser de pouvoir tout casser en 10 minutes et après 10 minutes le match est fini. Mais le match dure en gros 90 minutes, il faut que le joueur reste sur la pelouse 90 minutes. Et en plus, il faut avoir l'équilibre. Parce que la force d'une équipe, d'une grande équipe, c'est toujours d'avoir de l'équilibre. Voilà, c'est dur les gars, vous traduire en même temps. Giovanni Guardala de Sky Sport. À propos de Zakaria, dans son idée d'un milieu de terrain à 3, est-ce qu'il est plus apte à faire le centro ou la mezzala? Je l'ai vu dans la semaine, on a fait un match entre nous, j'ai laissé comme interne et il a fait très bien. Il a une bonne passe, il peut jouer devant la défense, mais demain c'est un match particulier où on a McKennie qui va rentrer que demain matin. Qu'aujourd'hui en fait, et Dybala il est rentré hier mais il est à disposition. On a en dehors Locatelli et Bonucci, donc voilà, c'est un match un peu délicat quoi. Alexandre il est revenu, il est négatif et à partir de lundi il sera à nouveau à disposition, Alexandre, mais c'est un joueur qui peut jouer à 2, qui a une bonne interception avec ses longues jambes. Il a une bonne passe vers l'avant, toujours vers l'avant. C'est un joueur, ça a été un très bon achat de la part de la Juventus. Fabien Della Valle de la Gazzetta dello Sport. Tu as parlé des possibilités de trident. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Vlahovic vont bénéficier d'Dybala, Morata et de quelle façon? Avec l'arrivée de Vlahovic, on a rendu plus puissant notre tacle, mais les responsabilités sont redistribuées de façon équitable. Toutes les responsabilités ne sont pas sur le dos de Vlahovic. Il est un joueur important qui a 22 ans
et qui a fait beaucoup de buts avec la Fiorentina, qui a envie de bien faire à la Juventus, mais la responsabilité c'est à tout le monde, les attaquants, les milieux, les défenseurs, l'entraîneur, tout le monde a les responsabilités. Avec équilibre toujours. Il faut améliorer les pourcentages de la phase réalisative. Donc continuer, il faut bien travailler comme on l'a fait pendant la pause, on a travaillé bien pendant ces semaines et après à partir de demain, ça commence la grosse période jusqu'à fin mars. romeoagrestigol.com. Quand attends, il faudrait que je mette en arrière. Il y a un petit peu. Romain Agresti demande, quand vous pensiez de 90% de temps l'équipe va rester comme ça, les fameux 99, est-ce que vous étiez en train de dépister ou est-ce que vous étiez en train, vous non plus, vous saviez pas que ça aurait changé aussi radicalement? Ça a été, la société a été très bonne à nous amener ces joueurs. Avec la société, on parle, mais il y a l'annonce qui vient nous casser les couilles. La prochaine fois, je me connecte avec mon account particulier. La Juve a clair les idées pour ce que l'on doit faire pour cette équipe et on a été bon à anticiper le futur. On a fait un cadeau à moi, aux tifosi, à tout le monde. J'ai été chanceux en ça, mais la Juventus se joue toujours pour gagner, pour s'améliorer. On travaille pour construire le futur et ces deux arrivées, ils ont anticipé les temps par rapport à l'année prochaine et c'est normal que ça ne finit pas comme ça parce qu'à juin il y a un autre mercato parce que maintenant il faut juste qu'on pense à ce qu'on va faire dans ces 4 mois parce que le premier objectif c'est d'atteindre au moins la 4e place. Donc là ce qui nous dit Massimiliano Allegri c'est que oui le mercato hivernal était très bon, par contre il y a aussi un mercato post c'est-à-dire en été et il a l'air de dire que même des choses vont changer dans le prochain mercato. Entre guillemets, je sais pas s'il se contente trop de ça quoi. Donc la prochaine question, c'est Marco Venditti de Calcio News. Vous pensez que Zaccaria puisse dialoguer beaucoup plus, à supporter beaucoup plus avec Locatelli et qui permette à la Juventus d'avoir un barycentre plus avancé? Et la deuxième question, est-ce que vous avez eu moyen de connaître Vlahovic à niveau personnel, quelle impression il vous a fait? C'est un garçon qui a beaucoup envie et il s'est mis à disposition, il est intelligent et il a envie de s'améliorer parce qu'il a que 22 ans et donc il est arrivé à la Juventus, pour lui c'est un gros saut et il ne faut pas oublier que la Fiorentina avec du respect arrivé à la Juventus, il y a une pression différente et tu joues tous les 3 jours donc toi aussi, lui aussi tous les 3 jours il devra s'adapter. C'est psychologique pour l'âge qu'il a, il est déjà très avancé dans sa croissance et il a des bonnes qualités, mais la différence c'est l'envie de s'améliorer et de se mettre à disposition. En ce qui concerne le barycentre, demain il n'y a pas Locatelli, il y aura Arthur, on a déjà un titulaire et je suis content qu'il soit resté. C'est un joueur qui a des marges de progression dans le développement du jeu. Jusqu'à maintenant, il a bien fait. Et quand il a été appelé à un match en cours, il a très bien fait. Donc, on a des bonnes solutions au milieu du terrain. Donc, voilà. La prochaine question, c'est par rapport aux objectifs qui ne changent pas. Et avec un mercato aussi important, ça pourrait vous obliger beaucoup à revoir vos objectifs. Et Allegri dit les objectifs, il fallait les faire quand même, qu'on ait eu ce mercato ou pas. Et la Juventus se joue toujours pour atteindre les objectifs. Si les autres ils sont meilleurs que nous et ils méritent plus que nous, on va leur serrer la pince, il nous dit.
Mais nous, ouais, on a nos propres objectifs de maintenant jusqu'à 28 mai, en espérant que ce soit le 28 mai, c'est d'atteindre nos objectifs. Donc que la société, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, il a fait des efforts importants pour atteindre l'un des 3 centres plus jeunes qu'il y a sur le marché européen mondial. Ça ne doit pas faire penser que nos objectifs, il ne faut pas les atteindre, absolument, même au contraire. Fabrizio Ferrero, Mediaset, il aurait déjà fait la même question. Question sur Ramsey. Il est antipathique. Non, pas antipathique, répond Allegri. C'est un grand joueur. Il était bien parti. Il a eu des problèmes de blessures. Il est resté en dehors de la pelouse. Et donc, en accord avec lui, on a préféré qu'il sorte de l'effectif, où il aurait eu plus de possibilités de jouer. En ce qui concerne Gatti, c'est le meilleur défenseur de la Serie B. C'est un joueur qui a des caractéristiques et un futur un futur bien écrit pour pouvoir rester à la Juventus. Francesco Bellino, agenzia aérea. En essayant de faire la compo pour demain soir, est-ce qu'il est possible de voir Danilo à droite et Deschy à gauche? Et Allegri répond c'est possible. Il n'y a pas Alessandro, Quadrato est rentré hier et il savait même pas où c'était l'entrée de la Cantina, tellement il était déboussolé. Ça franchement, c'est une question très mal posée parce que le journaliste pose la question dans le mauvais sens. Il lui dit est-ce que c'est possible de voir Deschy à gauche et Dani à droite? Et Allegri répond bien entendu, ben oui, bien entendu que c'est possible. Enfin, tu poses une question comme ça, c'est sûr que tu as une réponse pas très claire de sa part. Ouais, salut JB, ouais, c'était sympa le live d'hier. J'ai vu que tu as reposté ça sur votre page Facebook, merci beaucoup. J'ai aussi fait une petite vidéo highlights. Je vais vous l'envoyer si vous voulez la poster aussi. Bon, je vais continuer avec Allegri qui parle. Tu me dis à JB, on entend bien ma voix et non pas celle d'Allegri. Donc, attends, il faut que je revienne un peu en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quadrado est bien rentré, mais ils ont fait 3 matchs et ils sont un peu stressés pour la qualification mondiale. Et donc il est possible qu'on ait Danilo à droite et Deschy à gauche. Sur Quadrado, au-delà du match de hier, pour lui, on prospecte une revenue à ailier défensif. Où est-ce qu'on va encore voir Quadrado ailier haut? Il peut jouer dans les deux, bas et haut. Et selon les besoins, il va jouer soit dans l'un, soit dans l'autre. Maintenant, Bernardes qui va rentrer. La prochaine semaine, il devrait être à disposition parce que sa récupération procède bien. Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de solutions. Et l'important, c'est d'avoir le bon esprit, comme on l'a eu depuis 3 mois à maintenant. Il faut jouer comme si on était une équipe, enfin en étant une équipe. Parce qu'il ne faut pas penser que Vlahovic tout seul va résoudre les problèmes qu'on a rencontrés. L'addition de caractéristiques de ces joueurs, de Vlahovic et Zakaria, va nous permettre de s'améliorer. Filippo Cornac est tout au sport, il demande il faut que je me pose. Mais c'est difficile de vous traduire comme ça en live. Donc la Rosa, comme on dit la Rosa en français, en fait l'effectif global il est très fort de la Juventus. Et maintenant vous avez ajouté le capocannoniere Vlahovic et Zakaria. Vous avez même dit qu'il était avec Mbappé et Haaland l'avant-centre fort sur le mercato. Maintenant, est-ce que vous entraînez l'effectif plus fort de la Serie A? Et Allegri il dit moi, ces choses ne me plaisent pas. Nous, on a des objectifs et c'est différent de parler de
ouais, d'effectifs plus forts ou pas. Si on va arriver à nos objectifs, ça veut dire qu'on sera les meilleurs. Si autrement, dans la Serie A, c'est un parcours à étapes. Ceux qui gagnent, c'est les meilleurs de l'année. Donc, logique. Et nous, on doit arriver dans les 4 premiers. C'est juste ça son objectif. Il faut pas penser être l'effectif plus fort. J'ai une équipe très forte à disposition. Elle était améliorée en janvier et donc il faut juste travailler. Sans se faire prendre par l'enthousiasme et faire des choses survoltées. Voilà. Donc là, il y a une annonce qui démarre. Oui, j'aimerais bien du Nutella, mais au contraire, je dois reprendre le sport. Donc non, merci YouTube pour cette intervention, mais fais-moi regarder Allegri, quoi. C'est tout. Encore, mais celle-là, je peux la skipper dans 3, 2, 1 et go. Donc, Allegri, la suite. La stampa demande... Simone Inzaghi a dit que dans la course Scudetto, il y a la Juve aussi, surtout après ce mercato. Est-ce que c'est une façon de diviser les pressions qu'il y a sur l'Inter avec les autres équipes? Est-ce que vous pensez que Kulusevski, ça a été dommage de le vendre, il n'a pas bien été exploité? Kulusevski a fait des bons matchs, il y a des évaluations de mercato et des offres parce que sinon on garderait tous nos joueurs s'il n'y avait pas le plan économique à calculer. Il n'y a pas forcément un bon joueur, c'est pas le bon joueur contre le mauvais. Il y a des joueurs qui sont passés à la Juventus, donc c'est qu'ils ont eu à un moment donné le niveau attendu de la Juventus, mais à un moment donné il faut faire des choix. Et à niveau économique, la sortie de Betancourt et Kulusevski soit été deux choix très regrettés, mais en même temps, à niveau économique, la Juve s'y est retrouvée. Ça a été des choix optimaux pour optimiser la situation. En ce qui concerne la première question, et là il se la fait répéter, Inzaghi, qu'est-ce qu'il a dit? Inzaghi a dit ça, mais nous, très difficilement, on va rentrer dans les tours Scudetto, dans les 2-3 premières qui vont se battre pour le Scudetto. Il faut que tout le monde tombe dans les pommes, que ce soit l'Inter, le Milan, le Napoli, même l'Atalanta. Nous, on doit faire la course sur les 3 devant nous, donc Atalanta, Napoli, Milan. Et le Scudetto, je pense pas que ce soit à notre portée pour cette année. Donc, au moins qu'il n'y ait pas une apocalypse et que les 3 devant nous se cassent la gueule. Mais Simone, pour ce scaramancie, pour disons, rejeter cette responsabilité, cette pression, a sûrement dit ça. Nerozzi qui nous demande: tu as toujours dit que les joueurs en télévision, les voir à la télé ou l'entraîner, c'est différent. Et donc dans ces peu d'entraînement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impressionné de Vlahovic maintenant que tu l'as vu en entraînement? Ce qui m'a impressionné, c'est l'envie d'un joueur qui arrive à la Juventus et veut démontrer et améliorer ce qui sont ses qualités et caractéristiques. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et ça tant mieux. Mais pour obtenir les résultats, il y a juste une route, le travail quotidien et l'envie de s'améliorer et de se mettre à disposition. Voilà. Il pourrait nous mettre une disquette, ça serait pareil. Dernière question. Le Messaggero et Juventus 24 demande: est-ce que la société, vu que la société a joué en avance de phase, est-ce qu'il verrait bien Zaniolo à la Juventus l'année prochaine? Et là, il leur dit, on a déjà... on vient de terminer le mercato de janvier, déjà vous me parlez du mercato de juin. Essayons d'arriver dans les 4 premières, et après on verra. En Champions, où est-ce qu'on va arriver, la Coupe d'Italie, et en juin, on verra, quoi. Il n'y a pas de sens de parler d'un joueur d'une autre équipe. Il dit, le mercato est fini, on va se concentrer sur la pelouse, quoi. Ah là 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 là, ces journalistes. Oh putain, l'Inter a marqué. Vas-y, on va regarder ça.
Ah là là, donc je fais ça. On va agrandir cette fenêtre et voir. Eh, l'Inter elle domine. Hein. Ah, non, ça c'est pas dominé, ça c'est les probabilités qu'il gagne. On va voir la possession. Le Milan fait plus de possession. La précision des passes, on est plus ou moins là. Les fautes. Attendez, je vais remettre ça peut-être plus au milieu. Ah, c'est un peu mieux. Qui a marqué Perisic? Mais comment tu peux pas rester à la maison toi? Mais non, il faut qu'on supporte Milan pour qu'ils égalisent. Ou même... ouais, non, quoique, même si on reste comme ça, c'est pas dégueulasse. Le Milan perd 1. Qu'est-ce que ça ferait dans le classement? Regardons le classement en ce moment même. En actualisant ça, ici. Donc, si le Milan marque un coup d'arrêt ici, il reste à 49 points. Et si on gagne demain, on monte à 45, on serait à moins 4 points du Milan. Ça serait pas mal non plus. Donc bon, après vous savez que j'aime pas voir l'Inter gagner. Donc bon, je serais plus en ce moment partisan d'un match nul juste pour voir l'Inter ne pas s'envoler. Ouais, aussi un petit plaisir. Donc, il faut prendre ce que Massimiliano Allegri nous a dit et aussi le remettre dans un contexte de Juventus, ce qui, d'une part, nous a bien fait voir que il comptait hyper les tifosi. N'oublions pas que tous ces coups, les feux d'artifice sur le mercato sont aussi dans le but de réintéresser toute une partie des supporters qui étaient peut-être moins enthousiastes ces derniers temps, qui allaient moins au stade. On a vu dans l'avant-dernier match qu'on a fait au stade, il était pratiquement vide. Donc oui, ok, c'était encore une période de l'année très froide et vous savez, Turin, c'est pas forcément très facile d'être à l'air ouverte en hiver. Mais on n'a pas rempli même pas les 5000 places que le gouvernement avait gentiment concédées aux équipes, même ça on les a pas remplies. Donc c'est vrai que c'était en chute libre, non, le tifo pour la Juventus. Et à part d'un point de vue technique, donc ce que je pense c'est que la Juve a vraiment voulu redonner un coup de boost à la fois à l'intérieur de ces murs, à la Cantinas, pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour faire voir qu'on croyait dans le projet d'arriver à la 4e place, mais à la fois aussi aux tifosi. Et la vidéo que je vous ai montrée hier quand j'étais en live avec Jean-Baptiste, le We Are Back, c'est ce que je vous disais, c'est totalement cet esprit de la Juventus est revenue, non pas seulement est revenue sur la pelouse et le match contre le Verona, est revenue vraiment en tant qu'équipe dominante de la Serie A. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire aussi un arrêt photo sur le classement aujourd'hui de la Juventus. Et on prendra après qui s'est passé à la fin de l'année pour voir la différence. Donc là on est là. Si je mets... Non, on n'est pas là. On est ici. Si je mets le classement vis-à-vis du nombre de points, on va juste prendre une capture et on va confronter à la fin de saison le nombre de points qu'aura un écart avec les uns les autres. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, ce sera qu'on aura une moyenne de victoire pour ce classement-là, qui est donné par rapport au match joué et aux points acquis. Et on fera la même moyenne de points en prenant en considération que à partir d'aujourd'hui, Verona Juventus jusqu'à Juve Fiorentina qui est la dernière des championnats. Donc on fera vraiment on se posera vraiment la question est-ce que à partir de Verona Juventus, la Juventus a quelque part était la meilleure. Je ne veux pas dire gagner le championnat parce que le championnat c'est ridicule. Il est composé de 38 matchs. Il n'est pas composé de les 15 matchs qui nous restent. Mais c'est intéressant aussi de voir si dans la période de ces 15 matchs, on a été l'équipe qui ont fait ou pas plus de points que les autres.
bon, on va étudier un peu ça ensemble. J'ai fait la capture d'écran. Ici, je referme. Disons que ce résultat, ça peut nous aller. Le Milan, bon, c'est sur le Milan qu'il faut faire la course, hein, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous avais rien préparé d'autre. Hein. Là, ils sont encore en train de jouer. Franchement, ne pas ayant été là en live avec tout le match. Ah là c'est Bastoni qui parle, ils ont arrêté de jouer. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter là parce que déjà ça fait 3/4 d'heure que je parle, la gorge commence à racler. Et puis voilà, soutenez-moi sur les canaux, donc Twitter, Facebook, YouTube, des likes, des commentaires, faut remonter la visibilité de mes vidéos, donc n'hésitez surtout pas aussi à vous inscrire, vous abonner. Et si vous cliquez sur la petite cloche, en fait ce qui se passe c'est que vous allez être tenu au courant des prochaines fois, des prochaines vidéos que je poste. Voyez, je vous le remets, le petit... Ah, il est où? Ah, là. Le petit GIF qui vous incite à vous abonner et la cloche pour avoir les notifications. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, peut-être même demain. Il y aura sûrement une vidéo post-match, mais peut-être aussi que je vais parler un peu de certaines situations au milieu de terrain, des choses intéressantes qu'on peut voir ensemble. Et ce sera demain dans la journée. Je vous remercie de votre écoute et fine alla fine, Forza Juventus.